Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents pour le webinaire organisé par Clarity. Donc, avant de commencer, je voudrais juste savoir si déjà vous nous entendez tous et si vous voyez bien. Si vous pouvez juste me confirmer. Super. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, ce soir, déjà, je suis contente que vous soyez aussi nombreux. On va faire donc un webinaire sur la mérule. Tout au long, donc, on va avoir notre intervenant que je vous présenterai qui va se présenter. Donc, vous n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On y répondra parce qu'il y a un moment de questions-réponses à la fin. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet tout aussi technique et préoccupant qui est la mérule. C'est un phénomène qui n'est pas anodin, qui a des conséquences majeures sur les bâtiments, la valeur, la responsabilité civile des propriétaires, des vendeurs, des acquéreurs et surtout aussi des professionnels de l'immobilier. C'est pour cette raison qu'il n'y aura pas un, mais deux webinaires. La date, elle vous sera communiquée plus tard, hein. C'est pour cette raison, parce que vu que c'est un sujet qui n'est pas anodin, et en fait, notre intervenant que je suis heureuse d'accueillir ce soir, Victor Sabet, en fait, va nous apporter une information claire, fiable et approfondie sur la mérule. Le but, c'est de comprendre le mécanisme de la mérule, ses conditions de développement, ses impacts et les points de vigilance essentiels. Donc, l'objectif, c'est d'avoir les clés de compréhension pour mieux anticiper les risques. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Victor Sabet, mycologue, qui va se présenter. Bonjour à tous. Alors, enchanté, moi c'est Victor. Et je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Merci à toute l'équipe de Clarity de m'avoir donné la parole. À nouveau, une solution pour parler un petit peu plus de ce problème dont j'ai fait vraiment ma spécialité. Alors, pour me présenter, retracer un peu mon parcours, plus jeune, moi j'ai fait des études en agronomie. J'espérais être ingénieur agronome et les chemins de la vie m'ont dirigé vers le diagnostic immobilier. Pendant 12 ans, j'ai été certifié, j'ai sillonné les bâtiments du Nord-Pas-de-Calais et j'ai fait un petit peu de l'état parasitaire, ma spécialité. C'était vraiment le diagnostic que je préférais par-dessus tout. Il n'y avait pas beaucoup de diagnostiqueurs qui s'étaient lancés là-dessus sur mon secteur. Et puis surtout, je me suis intéressé fondamentalement à la mycologie. Alors j'ai fait partie d'associations mycologiques, j'ai acheté un microscope et j'ai commencé à regarder les échantillons que je prélevais sur le terrain avant de les envoyer au laboratoire. Et petit à petit, en comprenant les mécanismes de la fonge, je suis devenu mycologue. Alors aujourd'hui, j'ai un diplôme universitaire de la faculté de pharmacie de Lille qui propose un DU en mycologie. Euh, je suis directeur d'un laboratoire. Aujourd'hui, je me suis vraiment spécialisé dans l'analyse des champignons. On le fait avec des méthodes très différentes. On en parlera après du labo. Et depuis un an maintenant, je suis aussi expert judiciaire sur la partie évidemment des parasites du bois en quelque sorte, sur ce qu'on va pouvoir retrouver dans les bâtiments. Évidemment, le but c'est de venir y apporter mes connaissances au sujet de la mérule pour démêler un petit peu ces litiges. Alors, Nathalie, merci encore hein, d'organiser ce webinaire. Et comme ça a été dit en préambule, on a réfléchi au format de la journée et on s'est rendu compte que rentrer aujourd'hui dans les parties les plus complexes de la partie juridique ou bien de la partie du repérage de la norme, ça allait être compliqué si on n'avait pas à minima posé les bases. Et donc, on a scindé ce webinaire en deux parties. Donc, on est déjà très content de vous dire qu'il va y avoir une deuxième partie à ce webinaire. Et la première, ça va être un petit peu de recaler les bases pour tout le monde, comprendre le fonctionnement de la mérule, afin de, pour la prochaine fois, pouvoir aller beaucoup plus loin. Et donc,
Je sais que parmi vous, il y a énormément de diagnostiqueurs, que la mérule, vous l'avez vu un petit peu à gauche, à droite. Alors, Nathalie, confirmez-moi, est-ce que on voit bien mon écran? Hop. Oui, c'est tout bon. Et voilà, voilà. Oui, c'est bon. On voit les différents champignons qui sont là. Alors, en fait, bon, la mérule, on sait que c'est un champignon. On lui imagine beaucoup d'aspects différents. Elle peut être un peu brun, elle peut faire des sortes de toiles. Elle peut avoir une bordure blanche, elle peut être plutôt brune, plutôt claire. En fait, déjà, là, il y a quelque chose qui n'est pas évident, c'est que quand on n'a pas un œil averti, il est très facile de se tromper et de faire une mauvaise identification de ce champignon. Et le premier piège, évidemment, puisque je suis un peu farceur, hein, c'est que toutes les photos que vous voyez ici, là, dans les formes, eh bien, en fait, il n'y a pas une seule véritable mérule parmi tous ces champignons. Et puis pour enfoncer le clou, en plus, ce sont des champignons qui ont été identifiés comme des mérules par des diagnostiqueurs. Aïe, 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 aïe. Donc on voit que le sujet, il n'est pas simple du tout. Il n'existe pas une forme parfaite de la mérule. Ça serait trop facile, évidemment, hein, sinon. Allez, véritablement, ce champignon, eh bien en fait, il ressemble à ça. Alors, vous voyez déjà tout de suite, on a deux morphologies très différentes. On a un bloc de béton à gauche, sur lequel on voit plutôt, on va dire, comme un fin tissu blanc. Et même sur le côté du bloc de béton, on a presque l'impression de reconnaître comme un morceau de racine de toile. Alors, je ne sais pas si on voit mon curseur, Si, si, Nathalie. si, on le Ouais, voit, ouais, ouais, on le voit. parfait. Et puis de l'autre côté, on a quelque chose d'assez différent finalement. On a cette espèce de croûte. Le bon terme en mycologie, on peut parler de corticier, de champignons en croûte, avec une forme bien précise au centre, un peu méruloïde comme ça, et puis une belle bordure blanche. Et ça, à droite, c'est la photo idéale de la mérule. C'est celle qu'on trouve sur les banques de données. Sincèrement, on la croise pas souvent aussi jolie, aussi belle, aussi bien éclairée, aussi propre. C'est pas toujours aussi simple. Alors finalement, on parle beaucoup de ce champignon. On pourrait penser que dès qu'on voit un champignon dans le bâtiment, eh ben, c'est de la mérule, hein, puisqu'on sait que ce champignon, il est spécifique aux habitations. On ne le trouve pas dans la nature telle qu'elle. En tout cas, pas la forme qu'on retrouve la plus destructrice du bâtiment qui s'appelle Serpula lacrimans. Cette forme-là, elle est absente de la nature. Donc on pourrait se dire, ben, s'il y a un champignon dans un bâtiment, c'est forcément la mérule. Eh ben non. En fait, des champignons, on en répertorie tous les jours de nouveau dans le bâtiment. Il en a été détecté plus de 300. Et en fait, on ne parle pas des autres parce que les autres n'ont pas la même propriété que Serpula lacrimans. Donc Serpula lacrimans, la mérule pleureuse, en fait, sa propriété, elle est toute particulière, c'est que elle peut traverser les maçonneries et surtout, elle peut aller chercher de l'eau au travers des maçonneries ailleurs, un peu plus loin. Et cette toute petite différence biologique, eh ben, elle fait une énorme différence sur le terrain. Ça veut dire qu'en gros, pour la plupart des champignons, ils vont pousser, c'est toujours lié à un problème d'eau, c'est une règle totale. Ça, là-dessus, il n'y a aucun champignon qui n'a pas besoin d'eau. Donc il y a toujours une fuite, il y a toujours un excès d'eau, ça peut être de la condensation, bref. Les champignons apparaissent pour toutes les espèces, à l'exception de la mérule. Eh bien, si vous leur coupez l'eau, les champignons meurent. Attention, ces champignons peuvent faire des dégâts aussi, mais en termes de traitement, pas d'eau, le champignon, il va sécher, il va mourir. Par contre, la mérule, c'est plus compliqué parce que elle fabrique des filaments qu'on appelle des rhizomorphes dans le terme général en mycologie. Il y a plein de champignons qui font des rhizomorphes, mais ceux de la mérule sont particuliers puisqu'ils peuvent acheminer de l'eau. Donc on leur donne un nom différent qui s'appelle cirotte. Il y aura beaucoup de noms aujourd'hui. Et en fait, ces cirottes, eh bien, elles agissent un petit peu comme un réseau de veines qui va permettre d'acheminer l'eau d'un endroit à un autre. Donc, notre mérule, elle peut apparaître à un endroit. Si on lui coupe l'eau, eh bien, grâce à son réseau de cirottes, elle va traverser les maçonneries et aller chercher de l'eau ailleurs. Et en fait, on a beau assécher le bâtiment,
résoudre le problème de fuite, eh bien la mérule, elle va continuer son travail destructeur et elle va ronger autant de bois, elle va se nourrir en fait d'autant de bois qu'elle le pourra. Donc ça, c'est ce qui fait que ce champignon, est aussi destructeur par rapport aux autres. Alors, je vous ai dit que ça, c'était déjà deux formes assez différentes. Et voilà sur le terrain à quoi elle ressemble plutôt. Alors les couleurs lui rendent pas justice, hein. Le centre est plutôt ocre rouille. Et elle peut être autant sur le sol, elle peut ressortir d'un plancher, elle peut être sur un mur. Ici, elle est sur un plafond. Et c'est pas toujours très très simple de la reconnaître. Alors là, pour moi, pour quelqu'un qui a vraiment l'habitude, on la reconnaît assez facilement parce que le dessin que forment les petits plis dans la couleur ocre-rouille sont assez caractéristiques. Mais parfois, eh bien, il n'y a pas encore ces dessins qui sont arrivés et elle peut être très très difficile à identifier. Je vous montre quelques exemples ici. Alors, est-ce qu'on voit ma miniature au fait aussi, Non, Nathalie? on est toujours sur l'image du champignon au plafond. D'accord, d'accord. Alors, hop, si j'arrête le partage, on revoit, on voit ma miniature ou on me voit à l'écran? On vous voit vous en miniature. Parfait. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Ça, ce sont des boîtes de pétri. Et c'est là-dedans qu'on cultive les mycéliums des champignons. Je vous ai dit que parfois, ils pouvaient avoir l'aspect un coton blanc, parfois euh, avec un aspect ocre rouille. Et en fait, ce qu'on voit là, ce sont des mycéliums de champignons de nature différente. Et en fait, ces mycéliums, ils sont très difficiles à différencier. Donc, tant que le champignon est sous cet état, il est très difficile, voire presque impossible de le reconnaître. Ça, c'est une première difficulté. Et pour aller ensuite un peu plus loin, il faut comprendre une différence fondamentale du règne fongique. Et je vais reprendre mon déroulé. C'est celui-ci. Vous voyez, et je vais vous faire une affirmation. Premièrement, il y a un truc assez particulier, c'est que les champignons n'ont rien à voir avec les plantes. Ils sont radicalement différents. Sur l'échelle évolutive, on est d'ailleurs, nous, humains, beaucoup plus proches des champignons. On partage un ancêtre commun plus proche des champignons que les champignons ne l'ont avec les plantes. Ça peut être très surprenant, mais il y a plein de caractéristiques chez les champignons qui nous le montrent. Donc, du coup, la prochaine fois que vous voyez un bolet en forêt, dites-vous que c'est un cousin éloigné. C'est techniquement, scientifiquement aujourd'hui avéré. Alors, je vais vous affirmer quelque chose que les diagnostiqueurs ont l'habitude, s'en rendre compte en tout cas sur le terrain, c'est que les champignons, en termes de croissance, il y a des choses qu'ils aiment et d'autres qu'ils n'aiment pas. La première, c'est que les champignons ne sont pas franchement friands de lumière. Ils aiment l'humidité et puis surtout, ils aiment les espaces confinés et pas du tout ouverts. Or, quand moi je me balade en forêt, eh bien, je me rends compte que je vois des champignons pousser tout juste à côté de plantes. Et les plantes, à l'inverse, elles ont besoin de lumière, elles ont besoin d'une humidité, mais pas trop. Hein, vous voyez, c'est pas, elles sont pas dans un. Mettez trop d'eau sur vos plantes et elles vont pourrir en fait. Et puis surtout, elles ont besoin d'espaces ouverts et ventilés. Donc la question, c'est comment se fait-il que je suis en train de vous affirmer que les champignons n'aiment pas du tout les mêmes conditions que les plantes et pourtant on les a les uns à côté des autres en forêt? Eh bien la réponse, c'est qu'en fait il y a un gros amalgame biologique fondamental entre ces deux embranchements. Le premier, c'est que en fait la plante, on va dire l'appareil végétatif, le corps de la plante, c'est la tige qui va produire des feuilles, des fleurs. Les fleurs, c'est en fait l'organe reproducteur de la plante. Et puis, les racines sont sous terre et elles servent à la fois au ravitaillement et à l'ancrage. Et en fait, c'est ça qui est confondu. Chez les champignons, le bolet qu'on voit sortir de terre, en fait, ce bolet, c'est l'organe reproducteur. L'être vivant, c'est le mycélium que je vous ai montré dans les boîtes de pétri là tout à l'heure. Et donc, effectivement, l'être vivant, il vit sous terre, à l'abri de la lumière, à l'abri de la ventilation et dans un espace extrêmement humide.
Le truc qui sort de terre sert juste à se reproduire. C'est un petit peu comme si c'était une pomme par rapport au pommier. Le pommier, chez les champignons, il est sous terre. Il s'appelle le mycélium. Et il n'y a pas beaucoup de moyens de le distinguer. Par contre, une fois qu'il fait sa pomme, évidemment, pour bien pouvoir la disséminer, il l'a fait à l'extérieur. Eh bien, à ce moment-là, évidemment, on peut reconnaître le champignon. C'est la même chose en botanique. Si je vous montre une branche de pommier ou de poirier, c'est très difficile de faire la différence. À l'inverse, si je vous montre une pomme ou une poire, si je vous montre l'organe de reproduction, eh ben là, on sait facilement les distinguer. Ça, c'est un parallèle qu'on peut faire chez les champignons. Eh bien, ça veut dire que dans le bâtiment, le mycélium, on va souvent le retrouver caché. Ici, on a une photo d'un parquet. On voit au premier regard qu'il n'y avait pas grand-chose d'apparent. Et pourtant, dès qu'on a fait une ouverture dans ce parquet, on voit qu'il y a un mycélium très abondant à l'intérieur du parquet. Alors, c'est ce mycélium en plus qui se nourrit du bois. Hein, c'est pas la partie marron qu'on voyait juste avant. C'est ce mycélium qui détruit littéralement le bâtiment. C'est ce mycélium qui croît sans trop de limites. Et c'est à l'intérieur de ce mycélium que se forment ces fameux réseaux qui permettent d'acheminer de l'eau et de s'affranchir du besoin local en eau de ce champignon. Donc en fait, ça c'est le premier truc qui est très très compliqué, c'est de se rendre compte qu'on a un champignon déjà qui va tout faire, parce que c'est sa nature, pour ne pas être visible et pas repérable. Donc demander à faire un repérage dans un endroit où on ne voit pas le champignon, pour un œil qui n'est pas averti, c'est évidemment un piège. C'est déjà une première complication. Alors en fait, il y a des astuces hein. En formation. Il y a évidemment moyen d'avoir des indices sur sa présence. Et ici, sur cette photo, l'indice de présence, il est au niveau de la plainte. Ce type de déformation, c'est un indicateur crucial de risque de présence de champignons lignivores. En poussant l'investigation, on peut encore trouver des éléments, des détails. Et puis surtout, on a une norme qui nous permet de faire du destructif. Et à cet instant-là, sur les boiseries dégradées, on va pousser l'investigation de façon destructive et on va aller chercher les indices qui vont nous permettre de reconnaître ce champignon. Alors, on voit ici à gauche la capacité destructrice de ce champignon. Elle est en fait immense. Donc là, on est dans une maison à ossature bois. Le mycélium a grimpé sur cet élément porteur. Et on voit qu'en fait, on a dû étayer le plafond à cet endroit-là parce que littéralement, une fois que le champignon se nourrit, il ne laisse qu'un squelette de lignine. Donc le bois, il devient fragile, cassant. Il casse en cubes et plutôt des gros cubes. Et puis surtout, il a perdu toute sa propriété mécanique. Hein. Le bois, on l'écrase dans les doigts, il tient plus. Il est totalement fragilisé. Si bien que parfois, on s'en rend compte très très tard. Et sur la petite vidéo ici qu'on voit, c'est l'exemple d'une mérule qui est pourtant très bien développée sous un plancher. La personne s'en est rendu compte quand son pied est passé au travers. Donc là, c'était recouvert d'une moquette. Et la couleur brun ocre, en plus, le champignon a sporulé à l'intérieur de ce plancher. Donc on voit que les dégâts, ils sont très impressionnants. Et c'est surtout ce côté, on s'en rend compte très très tard, qui peut faire peur. Alors du coup, je vous disais, il va grandir, il va se nourrir avec le mycélium, ce que je vous ai montré dans les boîtes de pétri. Donc on peut assimiler ça à une espèce de tissu blanc. Quand il arrive à maturité, il va se reproduire. Et c'est cet organe de reproduction qui parfois est le premier élément qu'on découvre dans le bâtiment. Donc, cet organe de reproduction, on l'appelle le sporophore. Alors, il y a plein de termes. Hein. J'entends fructification, j'entends carpophore. Aujourd'hui, en mycologie, on a tendance à utiliser le terme sporophore qui est plus correct scientifiquement. Donc, en fait, cet organe, littéralement, dans un premier stade, c'est du mycélium qui doucement va changer sa structure pour fabriquer des spores. Alors les spores, ne tentez pas de les voir, elles sont absolument minuscules. Ça fait de l'ordre de 9 microns sur 4 microns. Dites-vous que vous prenez un cheveu,
Vous le coupez en 100 et vous avez à peu près la taille d'une spore. C'est pas un spore, c'est une spore. Et ce champignon, il a une faculté, c'est d'être extrêmement efficace dans sa fabrication de spores. Si bien que ça aussi, en réalité, quand on a un peu l'habitude et l'œil averti, si le champignon est passé en stade de reproduction, et ben en fait, on identifie une poussière ocre-rouille qui vient se déposer partout, à proximité. Et parfois, quand le champignon il a fait un sporophore suffisamment grand, en fait, on en retrouve littéralement dans toute la maison. Il y a des images hyper impressionnantes. Euh, Ici, ce qu'on voit à gauche, c'est un sporophore de taille, on va dire, c'est déjà une belle taille moyenne. Parfois, ça peut faire plusieurs mètres carrés et littéralement recouvrir toute la maison. Donc, en fait, pareil, un diagnostiqueur qui est formé, eh bien, il va reconnaître cette couleur assez caractéristique de la sporulation, qui va être un dépôt ocre-rouille qu'on va retrouver dans tout le bâtiment. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rapproche du sporophore, cette couleur est plus marquée, plus présente. Voilà un cas extrême. Donc là, je vous parlais de cas de mérule où le sporophore fait plus de 1 mètre carré. Là, je pense qu'il fait quasiment 2 mètres carrés. Et non, ce n'est pas la couleur du carrelage. Le carrelage est blanc. En fait, ce qu'on voit partout là, c'est une pellicule de spore tellement abondante que, en fait, ça a recouvert tout le carrelage. Ça, ce sont les cas extrêmes vraiment de l'autre côté. Donc, très efficace et très impressionnant. Si bien que quand on va à l'échelle, cette fois-ci microscopique, eh ben, on se rend compte que on ne voit même plus l'organe qui fabrique les spores. Quand on regarde un sporophore au microscope électronique, on se rend compte que la surface du sporophore, ce sont des milliards, et je pèse mes mots, c'est vraiment en milliards, des milliards de spores qui sont fabriqués et expulsés en continu. Il y avait des statistiques qui parlaient de l'ordre de millions de spores éjectés par minute. Évidemment, tout ça dépend de la taille du sporophore. Mais donc, c'est une vraie usine à spores. Et voilà, quelques beaux exemples de spores. Donc là, c'est la surface d'un sporophore et on ne voit même plus les fibres du mycélium, hein, en quelque sorte. On ne voit que des spores. Bon, on pourrait se dire que on a quand même un tissu réglementaire qui s'est mis en place il y a quelques années au titre de la loi Allure. Donc en 2014, on a quand même essayé de faire un pas en avant, de comprendre qu'il déjà il y avait une problématique et on a instauré, enfin quand je dis on, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif qui est assez simple. En fait, l'idée, c'est que à chaque fois qu'un bâtiment est touché par ce champignon, le propriétaire fait une déclaration à la mairie fait remonter en préfecture l'information, et alors on fait un arrêté préfectoral sur le département, et on déclare que cette zone, alors la zone, pareil, c'est un peu flou, ça peut être autant une section cadastrale, ça peut être 3 bâtiments l'un à côté des autres, ça peut être une ville, ça peut être tout le département. Donc c'est très aléatoire et ça va dépendre un petit peu du choix qui a été fait. Et il y aura l'obligation de fournir une information Mirul dans le cadre de la transaction. Alors ça, c'est pas facile du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui marche dans ce dispositif, à commencer par la statistique. Après 11 ans de dispositif, on a 23 départements avec un arrêté. Ça ne veut pas dire non plus que tout le département, il y a une recherche de mérule qui doit être faite, hein. Sur les 96 départements de France, donc soit 24%, ça pourrait donner l'impression que tous les autres départements ne sont pas touchés par la mérule. Et bien en fait, c'est complètement faux, puisque les statistiques de laboratoire nous donnent une réalité très différente. Donc voici ce que mon laboratoire a détecté en seulement 2 ans. La carte à gauche, c'est 24 mois. La carte à droite, c'est celle du gouvernement qui montre 132 mois. Et en fait, on voit tout de suite qu'il y a des régions qui sont fortement touchées, par exemple,
le Nord-Pas-de-Calais juste ici. On voit même plus un bout de terre du Nord-Pas-de-Calais, alors que sur la carte de droite, en fait, il n'y a pas un seul arrêté préfectoral. Donc, en fait, ce dispositif ne fonctionne pas. Il n'est pas du tout réaliste. Et les seuls endroits où on voit moins de points, ce sont des endroits qui correspondent à une densité de bâtiments moindre par rapport au territoire. Donc en fait, voilà, ça colle pas du tout. Et puis en plus, ce sont que les données de mon laboratoire. En fait, il y en a 6 de laboratoires qui font ce type d'analyse. Et puis en plus, tous les cas de mérules détectés ne passent pas forcément en laboratoire. Donc les points que vous voyez sur la carte de gauche, ce n'est qu'une infime proportion des cas réels détectés en France chaque année. Et de nouveau sur une toute petite période de temps, seulement 24 mois. Donc, la loi Allure, son dispositif par rapport à la mérule qui est tronqué, qui peut même donner l'impression qu'il n'y a pas de risque. Moi, il y a certains diagnostiqueurs qui me disent, ben moi, je suis pas dans un département avec un arrêté, donc je suis pas exposé au risque mérule, et c'est complètement faux. Aujourd'hui, il n'y a pas de diagnostiqueur plus exposé qu'un autre sur la France. Forcément, il y a des régions, Bretagne, Normandie, Nord-Pas-de-Calais, où on va en trouver plus. Mais en fait, techniquement, tous les diagnostiqueurs peuvent être amenés à passer à côté de ce champignon. Après, il faut absolument pouvoir le repérer, l'identifier. Et justement, comment on le repère, comment on l'identifie? Alors évidemment, c'est pas sur cette demi-heure d'explication sommaire, mais toutefois importante pour aborder la prochaine session, je vais pouvoir vous donner toutes les astuces, mais on retiendra quand même un principe, c'est que c'est à partir du moment où le champignon se nourrit, il laisse des traces de son festin. Et plus il est grand, plus il y a des traces de son festin. Euh, c'est un petit peu, je vais faire un parallèle, mais je sais que j'ai des souris dans mon garage parce que j'ai vu des petites crottes de souris, alors que j'ai jamais vu les souris, bah, ça a été mon indicateur. Une boiserie déformée dans un bâtiment, ça doit être un signal d'alarme. Il n'y a pas énormément de champignons capables de provoquer de la pourriture cubique en bâtiment. Un bon groupe, les mérules, les coniophores, les anthrodia, les fibroporia, à partir du moment où on a de la pourriture cubique, il faut s'alerter au maximum. Et puis surtout, il faut retenir une règle, c'est que une boiserie ne se déforme jamais toute seule. Ça paraît peut-être contre-intuitif, mais une boiserie déformée, c'est quasiment toujours un problème de champignon qui est venu soit attaquer la cellulose, hémicellulose, ou la lignine. Même quand on se dit bah, c'est juste que ma boiserie elle a pris l'eau, non, elle a pris l'eau. En plus de ça, il y a eu un mycélium qui a commencé à dégrader le bois, et c'est comme ça que le bois se déforme. Un bois qui est fragilisé, c'est un point de vigilance maximal. Sur ces photos, vous avez typiquement le genre de déformation. Alors dans les 3 cas ici, les 3 photos, c'est de la mérule, que certains diagnostiqueurs négligent, alors que en sondant, en passant un tournevis ou votre poinçon, vous passez au travers du bois. Un bois qui a perdu sa propriété mécanique, 9 chances sur 10 que ce soit un champignon linivore. Et puis surtout, des chances que ce soit un très mauvais champignon. Après, il y a plein d'autres astuces qui permettent de déterminer quel champignon, mais ça va être un petit peu court ici pour toutes les énumérer. En tout cas, il y a une solution. C'est l'instant pub. Mais aujourd'hui, évidemment, il y a le laboratoire qui peut vous aider dans cette analyse. Le diagnostiqueur qui est très entraîné, il n'a pas trop de difficultés à pouvoir identifier les champignons. Il faut juste être correctement formé parce que les sporophores, donc de nouveau l'appareil reproducteur des champignons, c'est un élément qui est caractéristique du genre. C'est-à-dire que quand on a vraiment de la bouteille, on voit un sporophore, on est capable d'identifier le champignon. C'est ce que font tous les mycologues qui partent en forêt. Quand on voit un champignon sortir de terre, c'est un sporophore. Et donc, savoir l'identifier, c'est une question de compétence. Suis-je suffisamment compétent ou pas pour pouvoir les identifier? Quand c'est un mycélium, là, par contre, ça devient presque impossible
rares exceptions près, il va falloir passer par un laboratoire pour pouvoir identifier ce mycélium. Là, c'est très difficile. Et puis, évidemment, important, être préparé à ce type de mission. Il y a beaucoup de diagnostiqueurs qui me disent qu'ils ont abordé l'état parasitaire parce qu'ils ont fait une formation termite, qu'il n'y a pas d'obligation à être certifié pour faire cette mission, et que donc, automatiquement, s'il n'y a pas d'obligation de certification et qu'ils ont eu, on va dire, une approche sur les champignons lors de leur formation termite, eh bien, ça fait d'eux des personnes compétentes. Malheureusement, à mon sens, rarement, voire jamais. C'est un sujet complexe. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Il faut voir des sporophores. Il faut comprendre la logique qu'il y a derrière les champignons, justement, pour pouvoir bien les identifier, surtout pas se faire avoir, ne pas passer à côté des champignons. Et la formation, pour moi, ça reste vraiment le meilleur outil. Il n'y a pas beaucoup de formations. Et la prochaine, moi j'ai le plaisir d'être invité à une formation organisée par D+, organisée par Pierre-Yves Sachot, qui est bien connu des réseaux, qui a décidé de faire. J'en fais la promotion parce qu'à mon sens, c'est la première fois qu'on a une formation état parasitaire aussi qualitative, 4 jours où on ne fait que creuser l'état parasitaire. On parlera un peu des termites, parce que forcément, la P03200, la norme, le demande, mais surtout, on va voir comment faire un rapport, comment repérer, comment faire vraiment son repérage efficace. Une journée complète animée par Sarah sur les différents insectes à larves xylophages avec une technique pour les identifier qui est super efficace, basée sur la vermoulure. Moi, j'ai le plaisir d'être là pour vous parler évidemment des champignons et de vous donner toutes mes petites astuces de repérage et comment les distinguer les uns des autres. Je viendrai avec des exemples concrets. Et puis, cette formation, elle est certification inclus. Ça, c'est une première, 4 jours. Donc vraiment, si c'est un sujet que vous voulez développer, euh, pour moi, c'est intéressant parce qu'elle ne coûte pas très cher en matériel. La certification, c'est un plus, mais c'est pas obligatoire. Pour le moment, il n'y a pas de contrôle in situ ou de surveillance documentaire qui est vraiment contraignante. C'est vraiment un diagnostic qui ne repose que sur vos connaissances. Et évidemment, évidemment, le plus important, être assuré pour réaliser ce type de prestation. Donc, évidemment, je pense à Clarity. Tous les assureurs ne le font pas. Clarity le fait et c'est pour ça que je suis ravi de commenter cette session sous l'organisation de Clarity. Euh, et donc, j'ai vraiment qu'un conseil, allez-y. Si le sujet vous intéresse, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour vous apprendre à monter en compétence, que ce soit autant sur le terrain, que ce soit sur la partie soutien laboratoire, que ce soit en formation ou sur la partie assurance. Vous avez là toutes les cartes pour imaginer aborder cette prestation demain si vous ne le faites pas encore. Donc, moi, j'ai ici déroulé globalement le plus important de cette session et j'ai même dépassé de quelques minutes le temps alloué. Ouais, Nathalie, c'est bien. on avait prévu question-réponse, c'est ça? Voilà, le temps était très bien tenu. Par contre, est-ce que vous avez dites-moi des questions? Là, tout de suite, j'en vois pas. Donc après, c'est vrai que c'était très, très intéressant. Et j'ai trouvé ça super de mettre d'abord les causes, d'indiquer comment se développe la mérule. Parce que je pense que ça permettra au diagnostiqueur de savoir déjà dans quel milieu ça se prolifère le plus. Et ça me permet de faire la transition aussi sur le second webinaire. C'est-à-dire que sur un seul, ça ne pouvait pas tenir. Sur la deuxième, comme vous l'avez indiqué, on parlera plus des astuces pour identifier la mérule. On parlera aussi du côté juridique et du côté aussi assurance. Pour voir voilà, des cas, des litiges, voir comment on peut être assuré et ce qu'on demande exactement. Donc là, tout de suite, je ne vois pas de questions. Par contre, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions entre-temps, vous nous les envoyez directement chez Clarity, il n'y a pas de problème. Attendez, j'en ai une. Oui. Doit-on notifier une suspicion de parasitaire dans un diag électrique ou DPE, par exemple? Oui. Oui, parce que justement, il y a un diagnostiqueur qui a été condamné au titre du devoir de conseil. Euh, et en plus, c'est assez
dur, je trouve, comme condamnation, parce que, en gros, il n'a pas rien dit. Il a dit dans un document, en fait, il avait repéré une pourriture cubique. Dans le jargon professionnel, la pourriture cubique, c'est un indice, on va dire un carton rouge sur le risque de mérule. Lui pensait avoir bien fait son devoir et en fait, on lui a reproché de ne pas avoir suggéré en plus, de ne pas avoir préconisé l'état parasitaire. Donc, en plus, tout récemment, il y a eu une question qui a été posée au Sénat et le gouvernement a répondu. Alors, j'en ferai un post LinkedIn très prochainement. Mais qu'aujourd'hui, en plus, il y avait des professionnels qui étaient assurés pour ça et qu'au titre de leur devoir de conseil, c'était leur job de devoir alerter quand il y avait un risque mérule. Donc, en fait, oui, ça paraît fou, mais demain, on vous demande de faire un DPE, même un audit, un amiante, peu importe la prestation. On peut vous reprocher de ne pas avoir joué votre devoir de conseil si vous avez ou s'il y avait des éléments manifestes sur un risque mérule. D'accord, parce qu'ils partent du principe que c'est des sachants et qu'ils devraient pouvoir avertir et sortir un peu du cadre de leur mission. Exactement. J'ai- Je vois d'autres questions sur les sports, la Ouais. dangerosité des sports. Mm, Bien. En fait, aujourd'hui, on sait que les spores sont des toutes petites particules et que pratiquement peu importe le champignon, il existe un lien entre les gens qui ont des problèmes asthmatiques, respiratoires et la présence de spores dans l'atmosphère, mais ça a souvent été assimilé au même titre que des particules, des petites particules ou des poussières. C'est-à-dire que c'est plutôt un environnement qui est contaminé par la présence de plein de particules. Pas spécifiquement, en tout cas, j'ai pas trouvé d'études où, à ma connaissance, il n'y a rien qui est sorti sur la toxicité même des spores de mérule. Par contre, étant donné qu'elle est hyper abondante, effectivement, ça sature très vite l'atmosphère en spores. Et sur les personnes qui sont immunodéprimées, c'est toujours un peu compliqué. Donc, immunodéprimées sont des personnes dont les défenses immunitaires sont défaillantes. Et là, effectivement, il y a un risque que la spore puisse germer dans les poumons, donc les anticorps ne fassent pas leur travail, et qu'on ait un mycélium qui se développe dans les poumons. C'est très très grave, mais c'est pas typique à la mérule. C'est aussi propre à tous les basidiomycètes, en fait, à tous les champignons. Chez les personnes immunodéprimées, le risque, il est pour tous les champignons, et le plus souvent, au sommet de la liste, ça va être les moisissures. Où là ça peut être beaucoup plus grave encore. D'accord. Quand je fais un diag et que je trouve un champignon, je propose systématiquement l'analyse et l'effectue si le client est OK. Est-ce que je suis assurée? Je rajoute également en commentaire dans le rapport. Alors, quand je fais un diag que je trouve un champignon, je propose systématiquement. Assuré dans quel sens? C'est-à-dire si on vous... C'est dans quel sens? Quel sinistre? Est-ce que je suis assurée? Parce que le fait que vous passiez votre travail, que vous envoyiez l'échantillon, c'est une bonne chose, mais où c'est qu'on pourrait venir chercher votre assurance? C'est plus à ce niveau-là où Ouais. j'arrête. Ouais, je sais. Alors, curieusement, euh, dans la P03200, nulle part on vous demande de passer par un laboratoire pour identifier votre Mm, champignon. Ce qu'on dit, c'est que quand il y a un mycélium ou une dégradation, on s'arrête à donner le type de dégradation, pourriture fibreuse, molle, cubique. Et si vous voyez un mycélium qui est caractéristique ou un sporophore, à ce moment-là, vous devez l'identifier, mais on ne dit pas non plus que vous devez l'identifier par un laboratoire. Il n'y a aucune obligation mm. là-dessus. Si vous êtes robuste, formé, vous pouvez très bien identifier vous-même par vos propres connaissances. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas d'obligation de passer par un labo. Ouais, ça suit en cas de litige ou autre, je ne suis pas certifiée pour ça. C'est pour ça, c'est qu'en fait, la question, elle est plus loin. Tout ce qui va être du côté assurance, tout ce qui va être au niveau certification, ça va vraiment être sur le deuxième webinaire où on va mettre vraiment le cadre. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On pourra répondre à plusieurs questions. Ensuite, si je réalise un diagnostic DPE et que je fais la remarque dans les observations. Ah d'accord, en fait c'est ça. Mais c'est la question qui revient souvent en fait, même sans parler de la mérule, c'est-à-dire que on vous appelle pour une mission et en fait vous avez la crainte de vous dire bah voilà, je vais pour un DPE, mais en fait je vois autre chose. Est-ce que je le dois noter? Est-ce que je dois le notifier sur un rapport?
Oui. Ouais, normalement, oui, parce que vous êtes le sachant et que malheureusement, si vous passez, là, ça va un petit peu plus loin au niveau, voilà, tout ce qui est juridique, mais du fait que vous êtes un sachant face à qu'un particulier, malheureusement, vous aurez tort, quoi. C'est la Et, problématique. j'insiste sur le fait que ça doit, pour moi, être intégré dans votre rapport, même si c'est pas le sujet. Ici, dans le Nord, on a un grand groupe d'ailleurs dont l'un des diagnostiqueurs a été condamné. Et en fait, une partie du nœud de l'histoire, c'est que il avait envoyé un mail dans lequel il avait indiqué avoir vu de la mérule, et en fait, ce mail s'est perdu. Quoi qu'il en soit, on n'a jamais su démontrer que l'acquéreur avait pris connaissance de ce fameux mail. Il aurait été perdu entre l'agence immobilière, le diagnostiqueur. Est-ce que c'était volontaire? Ça ne l'était pas. Euh, Mon conseil, c'est évidemment ce type de remarque. Premièrement, soyez vigilant à la formulation. Préconisez l'état parasitaire. Vous avez vu un champignon linivore. Intégrez-le à l'intérieur d'un document sur lequel l'acquéreur ne pourra, comment ça, qu'il ne peut ignorer. Pas dans un mail, pas dans un texto, pas un coup de fil, dans un rapport sur lequel il est censé avoir signé chacune des pages au moment où il aura signé le compromis. Il faut stipuler, oui, il faut vraiment tout noter pour vous protéger, pour pas qu'on engage votre responsabilité civile professionnelle, hein. C'est vraiment un vrai conseil, hein. Mm. Et après, je vais vous donner un petit retour d'expérience. Euh, Ça peut toujours paraître un peu délicat, ce type de remarques dans un rapport. Moi, personnellement, j'en ai fait pas mal des états parasitaires. À partir du moment où je dis à un propriétaire, écoutez, il y a un champignon à pourriture cubique, je suspecte un coniophore ou une mérule, je vous invite à faire ta, je vais le marquer dans le rapport. Euh, eh ben, en fait, soit le propriétaire me le dit tout de suite, bah écoutez, non, mais faites-le analyser, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui craignent, hein. Il n'y a pas que des personnes de mauvaise foi et qui vont essayer de cacher les choses. Et quand bien même, si lui refuse, en général, quand ça arrive dans les mains de l'agent immobilier ou du notaire, moi, j'ai jamais vu un notaire qui a laissé passer une phrase comme ça. Il nous rappelle derrière en disant, Monsieur Sabet, on a bien vu votre truc, merci pour la remarque. Parfois, j'accompagne avec une photo. Je peux très bien marquer dans le diag plomb, dans les facteurs de dégradation du bâti. C'est pas forcément le meilleur endroit, mais c'est celui qui me paraissait, en tout cas à l'époque, le Mm. plus logique de parler de risque d'effondrement. Mettre une photo et de le rappeler dans le mail qui joint les DDT en disant ben, attention, je rappelle que j'ai repéré un champignon, nanana. À chaque fois qu'un notaire tombe là-dessus, il vous rappelle en vous disant bah, écoutez, faites la mission. Et lui aussi, il engage sa responsabilité. Si vous avez indiqué noir sur blanc qu'il y avait truc et qu'il l'a ignoré, il y risque aussi. Donc, Il a ça sa tombe part toujours de sur une mission en bout de course. On va faire une dernière question. Par contre, j'ai noté quand même cette question sur les rapports, comme quoi c'était quand même un sujet. Vous êtes pas, c'est Hmm. pas la première fois. Donc, le deuxième webinaire, on vous apportera des exemples, on abordera ce point. Et là, il y avait une autre question qu'on avait, c'était une mérule trouvée complètement sèche dans un plafond lors d'un curage de bâtiment. Est-elle encore vivante? Peut-elle se raviver même si on remplace le plancher plafond par un plancher en maçonnerie type ourdi? En fait, c'est une très bonne question. C'est pas facile du tout. Le mycélium peut très bien être mort à un endroit et vivant à un autre. Répondre à la question est-ce que la mérule elle est vivante, ça obligerait, si on voulait vraiment parler dans l'absolu, à avoir 100% de l'étendue de ce mycélium, d'en comprendre son étendue parfaite, y compris à l'intérieur des maçonneries. Je peux prélever à un endroit un mycélium sec et complètement mort, et 1 mètre plus loin, à l'intérieur d'une maçonnerie, dans un endroit qui est en fait plus du tout accessible, coincé dans une toute petite fissure, à un endroit où il y a encore suffisamment d'eau et très peu d'éléments nutritifs, un tout petit fragment de mycélium qui est encore en vie et qui lui peut redémarrer dès qu'il en aura l'opportunité. En labo, pour faire la culture du mycélium, hop, je vais arrêter le partage. En fait, on est sur du merci là tout à l'heure. Donc, en labo, pour faire la culture du mycélium, il nous suffit de prendre un fragment qui est même à peine visible. En théorie, une cellule, donc une seule if de champignon dans une boîte, dans une nouvelle boîte de pétri, et un nouveau champignon démarre. Donc, c'est pas comme une plante, c'est pas comme un arbre où il est vivant ou mort.
on peut très bien avoir un fragment de mycélium mort et une autre qui est en vie. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de vos repérages, ne vous prononcez jamais sur la partie sur il est vivant, il est mort. Vous commetteriez une faute majeure. C'est pas votre job. Ah, c'est noté. J'ai noté les questions qui restaient. Est-ce que Victor, vous voulez en répondre à une dernière ou Oui, est-ce qu'on oui, il les n'y a pas garde de pour le problème. prochain? Ah, allez, Avec j'en ai plaisir. deux. Celle qui suivait, c'est quelle est la différence entre un conifère des caves ou le polymore des caves et la mérule? Ah, alors, eh ben, il y a vraiment des grandes différences entre ces trois champignons. Si je devais parler à mes étudiants et leur expliquer la différence, premièrement, on s'attaque aux sporophores, donc la partie reproductrice. Chez le polypore, et on l'entend dans le nom, j'entends poly et pore. En fait, si je regarde avec une toute petite loupe ou un compte-fil, sur la surface du polypore des caves, je vais trouver une multitude de tout petits trous et c'est typique du groupe de champignons qu'on appelle les polyporales. C'est une structure qui est évidente quand on a l'habitude de la voir. Champignons souvent qui sont en plateau sur les arbres, ça peut faire penser à ça. Le coniophore, lui, il a une tendance à se développer en croûte. Premièrement, la couleur n'est pas la même que le polypore des caves. Il a une tendance à avoir une couleur marron. Et puis surtout, je dis toujours que sa structure interne, elle fait penser à une série de pustules. Ça fait comme tout plein de petites bosses. Des bosses, des bosses, des bosses. Enfin, la mérule, eh bien, elle a un aspect plissé. Le centre est déjà pas marron, il est ocre-rouille. On est précis sur cette différence de couleur. Et puis surtout, la forme des plis intérieurs, un peu comme sur la photo parfaite que j'avais montrée là de la mérule, il y a une série de plis qui sont caractéristiques. Je vais essayer de vous remontrer ça. Vous allez me dire ce que ça vous évoque. Il faut que je tombe sur la bonne slide. Ok. Vous voyez l'écran. Oui. Voilà. Eh bien, les plis intérieurs, c'est toujours la clé en mycologie. C'est l'appareil reproducteur, celui qui fait les spores. Les plis ici, ils vous évoquent quoi? Je vous laisse 15 secondes pour essayer de définir la forme que vous voyez là. On la voit bien, hein, Nathalie? C'est la Ouais, partie. c'est bon. C'est bon, on voit. Ok. Ah, Eh bien, j'ai ouais, une réponse. alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme réponse? Cervelle, morille. Oui, oui, exactement. Ça, c'est un de mes étudiants, je suis sûr. Qui a dit ça? La cervelle ou le morille? La Ouais, les morille. deux. Maurice surtout. Jérémy et Antoine. Ah bah voilà. Alors en fait, effectivement, ça évoque un peu la cervelle, ça évoque un peu le labyrinthe, mais surtout pour ceux qui mangent des morilles, moi je trouve que ça ressemble, attention, c'est pas la même chose, mais Ouais. ces plis font penser à de la morille en tout petit. À prendre avec des pincettes, hein, mais quand je dis ça en général, on dit ah oui, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire par là, c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect morille. Ah bah ça c'est typique, c'est vraiment typique de la mérule. Voilà comment on les distingue. Et sinon, de base, ces champignons n'ont rien à voir. Il y en a un qui mange la lignine et la cellulose, le polypore des caves. Alors en plus, pour être bien trompeur, le polypore des caves n'est pas toujours dans une cave, même pas souvent dans les caves. Le coniophore des caves n'est pas non plus souvent dans les caves. Et la mérule pleureuse ne pleure pas toujours. Donc en fait, les noms français, ils sont hyper trompeurs. Faut pas trop s'y fier. Ok. Et on va faire donc à ce moment-là la dernière question. Dans le cas d'un retrait total de mérule, faut-il aussi traiter avant de rénover la maison? Euh, je fais pas vraiment de distinction entre le traitement et le retrait. Pour moi, ça va ensemble. À partir du moment où un tout petit fragment d'if peut rester dans un mur, je vous l'ai dit, à lui seul, il peut redémarrer. Donc, prenez votre chalumeau, retirez toute la mérule que vous voyez apparente. Si quelque part dans une maçonnerie, vous avez oublié un tout petit bout, lorsqu'il en aura l'occasion, il va revenir, il va repousser. Ça, on le voit souvent sur le groupe que j'anime. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Mérule Aide et Identification. On préconise de passer par des professionnels parce que le traitement, ça implique des injections dans les murs. C'est assez drastique et c'est pour ça que ça coûte cher. Et il y a toujours des particuliers, et j'aurais probablement fait pareil.
qui vont acheter un bidon chez Leroy Merlin, qui retirent la mérule, qui la brûlent au chalumeau, qui pulvérisent. Et malheureusement, une pulvérisation, ça n'atteint pas les parties qui sont en profondeur dans les maçonneries. Et quelques mois après, on voit le champignon réapparaître. Et voilà, malheureusement, c'est possible. On en a déjà vu qui ont réussi à faire ce traitement tout seul. Mais souvent, ils s'y prennent comme des professionnels en injectant à l'intérieur des maçonneries. D'accord, merci. Et ben, pour le moment, on n'a plus de questions. C'était très, très intéressant. On vous envoie, on regardera Victor, on vous enverra aussi la date du deuxième webinaire où là, on sera peut-être plus sur des cas pratiques, le côté juridique, le côté assurance. Ouais. Mais c'est vrai que le fait d'avoir posé les bases de développement, pourquoi, comment ça prolifère, c'est vrai que c'était très intéressant. Je vous remercie à tous d'avoir été présents, d'avoir suivi le webinaire. Victor, je vous remercie beaucoup pour vos explications Mhm. parce que c'était très, très clair, même si on n'est pas dans la profession, c'était très clair. Oui, il y aura sûrement un replay. Et puis, de mon côté, c'est tout bon. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter ou pas? Bah, un grand merci Nathalie, merci à toute l'équipe de Clarity. Et puis en fait, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite, hein, au plus Allez, pointu. ça marche. Excellente soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée tout le monde.